je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et je me suis installée à La Réunion depuis 1 an et demi. Voilà, je ne sais pas trop sur quoi je peux m'aventurer pour me présenter plus parce que je pense qu'on va vraiment tellement détailler un peu étape par étape. Voilà. Pourquoi tu as décidé de partir comme ça en voyage à l'île de la Réunion en particulier? Alors, selon mon parcours, en fait, j'ai pas mal voyagé depuis mon année de réto. J'ai été dans pas mal de pays, mais j'avais un peu ce rêve de vivre sur une île. Donc, j'avais un peu ce rêve de vie insulaire. Et ça faisait longtemps que c'était un peu ancré en moi. Et là, j'avais l'opportunité de pouvoir y aller dans le sens où, enfin non, j'avais pas spécialement l'opportunité, c'est juste moi qui me la suis donnée, mais je me suis donné l'opportunité plutôt de enfin faire ce rêve-là. Et donc je suis partie à La Réunion dans le but vraiment, je cherchais vraiment le cadre de vie. C'est pas vraiment dans le but d'un métier ou de personnes que je connaissais sur place. C'est vraiment dans le but d'avoir un cadre de vie qui était conforme à mes rêves. Voilà. Ok, ok. Euh, J'imagine que tu as fait des études et donc tu peux nous parler un peu de tes études que tu as fait ici en Belgique avant de Ouais, partir. tout à fait. Donc avant de partir, moi j'ai étudié 1 an de médecine. Je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi et donc j'ai fait des études d'infirmière. Donc je suis diplômée infirmière en Belgique à l'ISI. Et ensuite, j'ai continué aussi un master, mais du coup plus en Belgique, mais au Canada, en économie sociale. Ok. Voilà. Et du coup, maintenant, tu fais quoi comme boulot alors? Alors, en revenant, enfin, j'ai fait pas mal de boulots différents, mais j'ai quand même été infirmière pendant 5 ans en tout, infirmière en psychiatrie. Et depuis le mois de décembre, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais vraiment un grand projet de monter mon entreprise de poterie, parce que je suis passionnée par la céramique. Et du coup, depuis le mois de janvier, officiellement, j'ai arrêté le métier d'infirmière. Et au mois de mars, j'ai monté mon entreprise ici à La Réunion, mon entreprise de poterie. Avant ton départ, quelles sont les démarches administratives que tu as dû faire? Par exemple, les assurances, mutuelles, clôture des comptes, visa, domiciliation. C'est quoi, quelles ont été les démarches que tu as dû faire? Alors, moi, avant de partir, je ne savais pas exactement combien de temps j'allais partir. Donc, la première chose que j'ai eu à faire, c'était quand même de quitter mon boulot en Belgique. Mais j'ai continué à payer en fait ma mutuelle et à payer toutes mes assurances en Belgique parce que je ne savais pas combien de temps j'allais partir. Et encore à l'heure actuelle, je continue de payer en fait mon assurance pour avoir mon rapatriement si besoin. Et la plupart de mes soins de santé, je les fais plutôt quand même encore en Belgique quand je repasse en Belgique. Et sinon, en termes de démarche, j'ai pas tellement préparé mon départ. J'ai un peu tout fait sur le tas. Et encore des démarches administratives parce que c'est pas très simple en France. Par exemple, ça fait plus de 6 mois que j'ai commandé ma carte vitale française, que je l'ai pas encore obtenue. Donc, au niveau des démarches, c'est assez compliqué quand même en France, mais en fait, faut juste un peu de persévérance, on va dire. Et sinon, ça reste quand même assez accessible par rapport à un Belge qui vient s'implanter en France. Voilà. Qu'est-ce que tu as pris comme affaire avant de partir? Tu Alors, t'as, étonnamment, t'as pris en- donc, j'ai vécu à différents endroits. Je vous les expliquerai peut-être potentiellement juste après. Mais ça a été ma valise la plus légère à faire parce que je savais qu'en fait, je quittais la Belgique au mois de novembre et j'arrivais ici à La Réunion en plein été. Et donc, j'ai vraiment dû me forcer à prendre que des t-shirts, que des vêtements légers, des petites chaussures. Enfin, vraiment, ça a été
enfin voilà, j'ai ressorti toute ma garde-robe de l'été et donc vraiment, j'étais étonnée de voir tout ce que je pouvais déjà mettre dans une seule valise et donc bah, j'avais une valise et demie, enfin une valise et un bagage cabine et après, ben, j'ai prévu quand même quelques affaires de sport pour faire entre autres de l'escalade, de la randonnée, avoir des chaussures de sport, de la crème solaire, des lunettes, un maillot, enfin voilà. Plutôt léger quand même. J'ai rien pris de trop lourd. J'ai pas pris de meubles, j'ai pas pris de livres très lourds. Enfin, j'ai pris un peu comme si je partais en vacances plutôt que vraiment m'installer en fait à la base. Donc, tu étais déjà parti dans l'objectif de t'installer ou tu es d'abord parti pour plus voir comment ça se passait et du coup, J'étais vraiment partie dans l'idée de m'installer, mais je me voyais, je savais pas combien de temps j'allais rester. Je me voyais bien rester à peu près un an. Mais avec vraiment l'option de pouvoir me donner la liberté de rester plus longtemps si je m'y plaisais. Et tout autant l'option de rentrer plus tôt si ça me convenait pas. maintenant, je vais te poser la question du logement. Est-ce que tu avais prévu un logement avant ton départ ou t'es arrivé et t'as un peu anticipé ou... Le problème de La Réunion, c'est une très chouette île et c'est très apprécié par les Français qui viennent de métropole, par les Belges aussi. Et donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent un peu dans la même quête que moi, finalement. On nous appelle les oreilles, puisqu'on ne comprend pas bien le créole quand on arrive, donc on tend l'oreille. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de oreilles qui viennent comme moi et qui ont des métiers justement dans la santé, infirmière, kiné, et qui veulent vivre exactement dans les mêmes villes, donc surtout dans l'ouest de l'île, parce que c'est là où il y a les plus belles plages, la meilleure température, la meilleure météo. Et donc, c'est très saturé, non seulement dans le domaine des métiers de la santé, et c'est très saturé dans les logements. Moi, j'avais eu potentiellement la possibilité d'être un peu pistonnée pour bosser en tant qu'infirmière au CHU de Saint-Pierre. Mais à partir du moment où j'ai dit que j'étais pas encore sur l'île et que j'avais pas encore de numéro de téléphone et que j'avais pas encore d'adresse, et ben on m'a dit c'est bon, rappelez-nous une fois que vous serez sur l'île, quoi. Donc, et ce que je comprends, parce que il y a plein de gens qui peuvent postuler, qui sont déjà ici et qui ont déjà, qui ont besoin de bosser. Donc, plutôt que de faire venir encore plus de monde sur place, je comprends qu'ils favorisent ceux qui sont déjà ici. Et donc, avant de venir sur place, j'avais ni boulot ni logement et ça s'est débloqué vraiment une semaine avant que j'arrive. J'ai répondu à une annonce sur un groupe Facebook et je me suis bien entendue avec mon futur colocataire de l'époque qui m'a dit qu'il était prêt à m'héberger pendant un mois, le temps que je retombe un peu sur mes pieds et que je trouve autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc, et en fait, vraiment, j'enchaîne peut-être un peu plus loin, mais donc je suis arrivée, je connaissais personne, j'avais pas de boulot à la clé, j'avais pas de logement, mais j'avais juste ce logement-là pour le premier mois. Et bah après, je me suis plutôt bien débrouillée, je suis très sociale et tout, et donc partout où j'allais, ben, je posais la question pour voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir un boulot, s'il n'y avait pas un logement. Et au bout d'un mois, ben, j'ai trouvé logement, boulot et voiture. Parce que voiture, c'est indispensable ici. Pas trop moyen de se déplacer sans voiture. Il y a très très peu, enfin les transports en commun sont très peu développés, donc la voiture ou la moto. Ok, donc tu as été là-bas en vraiment un peu toi et ta chance, un peu à l'aventure, sans vraiment trop prévoir. Tu as essayé de prévoir le plus possible, mais En fait, j'ai pas trop prévu, j'ai plus posé des questions à quelques personnes qui avaient soit été à La Réunion, soit connaissaient des gens à La Réunion, soit venaient de La Réunion. Et donc ça a été mes seuls points d'accroche avant de venir, mais en dehors de ça, j'ai rien trop prévu en fait. Tout ce qui est administratif, je m'y mets toujours en dernière minute, donc je m'y mets quand il faut le faire, pas vraiment en amont. Et la seule chose qui me préoccupait, c'était le logement, de devoir arriver, d'être
dans un hôtel ou dans une auberge de jeunesse. J'avais vraiment envie d'être à un endroit où c'était un peu mon chez-moi dès le début, quoi. Euh, la question des vaccins, est-ce qu'il y a des vaccins particuliers à faire au-delà du Covid, vu que c'est une région un peu éloignée de notre petite Europe? Mmh. Non, non, il n'y a pas de vaccin à faire, supplémentaire. Hem, Par contre, il y a des épidémies qui peuvent arriver qui sont un petit peu différentes. Il y a entre autres, des risques d'attraper la dengue. La dengue qui est transmise du coup par les moustiques, par les piqûres de moustiques. Et d'ailleurs, quelques mois juste avant de venir m'installer, j'avais vu qu'il y avait une énorme épidémie de dengue et ça m'avait vraiment fait ralentir mon arrivée. J'ai décalé de 2 mois mon arrivée parce que j'hésitais à venir tellement il y avait une épidémie très grave. Ça a été, Et en fait, depuis que je suis arrivée, il y a pas eu de grosse épidémie de dengue, heureusement. Et sinon, il y a aussi chikungunya, je crois, et la leptospirose. Leptospirose, ça c'est via les eaux stagnantes et avec des excréments de rats ou quoi, qui est quand même beaucoup plus rare à La Réunion, mais qui peut quand même arriver potentiellement. Donc voilà, c'est ces 3 maladies qui sont un peu pas très connues du coup en Belgique, mais qu'on peut attraper ici, mais il n'y a pas de vaccin pour aucun des trois. Il y a des médicaments, comment on peut se prémunir de ça? Il y a Alors, la leptospirose, oui, de toute façon, il faut très vite la traiter. Chikungunya, franchement, enfin voilà, il y a des petits traitements. C'est pas elle est un peu embêtante comme maladie, mais c'est pas la plus grave, la dengue. Par contre, ceux qui l'ont eu, ils en ont bien. Ça a été très très dur. Il n'y a pas vraiment de médicaments. Il faut attendre que ça passe. Ça met 10 jours où on a l'impression de devenir fou. Et voilà, c'est assez lourd à. On n'a plus de force sur les jambes, on tombe par terre. Enfin, vraiment, il faut être accompagné quand c'est le cas. Et surtout, par contre, si on l'attrape, il faut continuer à mettre de l'anti-moustique pour éviter que notre entourage proche euh, l'attrape en se faisant piquer par le même moustique que nous, globalement. Mais du coup, je vais passer sur place quand tu es arrivé pour entrer dans le pays, dans les frontières. Est-ce que tu as eu des complications particulières pour ça? Non. Bah, après, moi, je suis venue quand c'était encore la période Covid, et donc il y avait quelques restrictions. Il fallait encore, je pense, à l'époque, euh, avoir soit un passeport vaccinal, soit une preuve d'avoir eu un test PCR de 24 heures, enfin, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, je pense que c'est plus d'actualité de parler de ça. Sur place, donc le niveau de vie, par exemple le prix de la vie, des transports, de la nourriture, des restaurants, est-ce que c'est fort différent de la France ou de la Belgique? Ouais, c'est quand même très différent. Au niveau alimentaire, il y a quand même tout ce qui est importé en fait coûte plus cher, ce qui est normal puisque ça vient de loin. Après, il y a une grande variété de fruits et de légumes qu'on n'a pas spécialement en Belgique et qui sont très agréables ici. Et donc, il y a plein de fruits exotiques qui sont quand même donc à des prix qui vont vraiment varier selon la saison. Donc, c'est important de manger selon la saison des fruits. Par exemple, il y a la saison des litchis qui est au mois de décembre. Il y a la saison des longanies. Les longanies, ça ressemble un peu aux litchis. Donc, ça, c'est très accessible. Si on va faire des courses au marché ou dans les petits primeurs, et ben c'est quand même accessible. Par contre, si on va dans les supermarchés, dans les grands supermarchés, et qu'on achète exactement les mêmes produits on a acheté en Belgique, et ben là, par contre, ça peut coûter un peu plus cher. Le transport, je pense que l'essence, il coûte encore moins cher ici. Par contre, pour acheter une voiture, en fait, les voitures, en fait, ne diminuent pas tellement du prix auquel elles ont été achetées. Donc, enfin, c'est pas du tout comme en Belgique où à peine l'avoir acheté, ça baisse en prix. Ici, la voiture que j'ai achetée il y a 1 an et demi, je vais pouvoir la revendre à peu près au même prix que je l'ai achetée, quoi, globalement. Parce que tout le monde se refile les voitures et essaie de les retaper jusqu'à la corde, quoi. Donc, ça, c'est très différent.
Et bah, le logement était quand même accessible, mais depuis le Covid, ça a explosé. Et donc, globalement, le niveau de vie est quand même un peu plus cher ici. Mais je trouve qu'il y a des choses pour lesquelles on a beaucoup moins de dépenses à faire. Globalement, en fait, j'ai l'impression de vivre beaucoup plus à l'extérieur qu'en Belgique. Donc, si on n'a pas trop d'argent, eh ben, on peut facilement se retrouver au bord d'une plage avec les copains, boire une petite bière. En fait, on peut se retrouver n'importe où à pas de prix, en fait. On peut aussi très bien aller faire un bivouac sur la plage ou à la montagne, dormir dans un hamac, enfin, se retrouver en fait vraiment et faire des activités qui sont pas payantes. Ok, ouais. Parce que Ok, c'est ok. un peu plus difficile en Belgique où on a tout de suite besoin d'un cadre qui est payant pour nous rassembler. Est-ce que tu t'es senti bien accueilli quand tu es arrivé? Tu avais déjà des connaissances sur place un petit peu? Alors, j'avais vraiment aucune connaissance sur place, mais je trouve que de tous les pays dans lesquels j'ai vécu, eh ben, je trouve que c'est ici l'endroit où j'ai eu l'intégration la plus facile et la plus diversifiée. Enfin, vraiment, ça a été très large, très vite. En très peu de temps, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde et des personnes. Voilà, après, il y a quand même un sorte de turnover qui est quand même assez fréquent. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent au bout de 6 mois. Et donc, c'est pas toujours facile parce qu'il faut arriver à se détacher aussi, mais il y a des gens qui restent, il y a aussi des locaux, des natifs d'ici qui vont rester ici. Et donc, du coup, ouais, voilà, en termes d'intégration, je trouve que c'était ici que c'était le plus facile. Par rapport à la culture locale, tu peux nous donner des exemples de traditions locales un peu choquantes ou particulières qui se passent là-bas? Hum. Eh ben, faut savoir que à La Réunion, il y a plein de cultures différentes. Enfin, en fait, globalement, La Réunion, c'est la réunion de plusieurs cultures justement différentes, mais qui partagent beaucoup de choses similaires. Mais par exemple, au niveau des religions, moi, rien qu'autour de chez moi, ma terrasse, je peux voir une mosquée, je peux voir une église et il y a un temple tamoul aussi. Donc, et derrière chez moi aussi, il y a aussi un temple chinois. Donc, il y a rien que depuis ma terrasse, eh ben, je peux entendre des chants de la mosquée, je peux entendre la cloche de l'église, et je peux entendre les tambours du temple tamoul. Et ça, c'est quand même très particulier parce que parfois, il y a les trois en même temps. Et donc, il y a vraiment une sorte de... Voilà, il y a une atmosphère très particulière parce qu'il y a beaucoup de respect aussi entre les cultures. Ça existe ici des personnes qui cumulent différentes religions et qui sont par exemple catholiques et musulmans. Je pense que ça se voit pas souvent ailleurs, ça par exemple. Euh, chez les Tamouls, il y a des marches sur le feu qui sont aussi organisées. Donc ça, c'est quand même très très particulier. Et donc, pendant 2 semaines avant la marche sur le feu, ils font des préparations. Et donc, il y a des tambours qui fonctionnent toute la nuit. Il y a des sacrifices de chèvres. Et donc, ça sent, ça sent le cabri dans tout le quartier. Et puis, surtout, il y a la magie noire aussi. Enfin, ça, c'est un truc que je ne m'attendais pas trop. Mais il y a des rituels de magie. Bon, c'est très fermé comme cercle, hein. Enfin, c'est pas accessible, mais globalement, ça existe. Ouais. Ça, c'est dans la culture tamoule, c'est ça? Ouais, Religieuse? principalement, ouais. Ok, ok, Et ok. d'ailleurs, leurs temples sont absolument magnifiques parce que ils ont été faits je sais pas si on dit un artiste, mais en tout cas, vraiment quelqu'un qui vient d'Inde et qui est spécialisé dans la décoration des temples, qui est venu pour faire la plupart des décorations des temples tamouls de La Réunion. Et donc, c'est extrêmement coloré, c'est avec plein de statues, et enfin, vraiment, c'est splendide. Enfin, c'est super beau, vraiment. C'est hyper dépaysant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très dépaysant. Mais Ok. Et la culture tamoule, c'est une culture qui vient d'Inde, du coup, c'est ça? c'est une culture qui vient d'Inde. Ouais, et il y a donc il y a des
Il y a des jours spécifiques de l'année aussi qui vont être très différents. Par exemple, en fait, c'est pas par rapport spécialement au tamoul, mais on fête le Nouvel An chinois. Enfin voilà, il y a vraiment la culture qui est ancrée dans les différentes communautés qui se retrouvent ici à La Réunion. Ok, donc il y a une grande mixité quand même culturelle entre plusieurs religions. Grande mixité, mais par exemple, pas. Il y a peu de variations de langue ici. Enfin, tout le monde parle français ou créole. Il y a, il y a des créoles natifs d'ailleurs qui parlent pas très bien français ou qui ont du mal à le lire ou à l'écrire. Euh, et les oreilles comprennent difficilement le créole au début. Enfin voilà. Donc il y a un peu, c'est un peu les deux seules discordances qu'il pourrait y avoir en termes de langage. Mais par contre, j'entends très très peu parler même italien, espagnol. Ça arrive, hein, mais c'est quand même très rare. Alors qu'en Belgique, justement, j'ai été tellement baignée dans une ville interculturelle et enfin, dans laquelle il y avait tellement de langues qui sont parlées. Je crois qu'à Bruxelles, par exemple, le nombre de langues qui doit être parlées sur le territoire bruxellois dans la même journée, enfin, je pense que on dépasse Ouais. facilement les 50 langues. Enfin, je sais pas, je suis pas très douée pour les chiffres, mais genre, globalement, c'est très vaste, alors que ici, c'est quand même assez limité à ce niveau-là. Donc tu nous as expliqué que tu as fait une reconversion professionnelle. Donc qu'est-ce que tu fais donc aujourd'hui? Donc tu peux un peu nous parler de ton projet de poterie et de ta reconversion? Et ben, ma reconversion, elle a commencé en fait d'abord en Belgique quand je suis rentrée. Donc, je l'ai pas encore vraiment expliqué, mais du coup, enfin, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu plusieurs fois en Belgique, et puis je me suis installée ici. Mais en rentrant du Canada et en rentrant m'installer en Belgique pendant quelques années, j'ai découvert la poterie grâce à ma tante qui s'y était passionnée et je m'attendais pas du tout à ce que cette rencontre elle soit aussi importante dans ma vie. Je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne la plus grande passion et que je me découvre un certain talent. Enfin moi c'était pas prévu. Voilà, c'était juste que j'avais une envie de créer les choses par moi-même à ce moment-là et, euh, et donc j'ai eu l'opportunité de découvrir la céramique grâce à ça. Ma tante elle m'a montré vraiment juste les bases. Elle m'a donné l'accès à son atelier et c'était déjà génial pour moi. Et après, en fait, ça m'a passionnée. J'ai regardé des vidéos pendant des nuits entières. Je faisais des nuits blanches. Après, je me suis formée un petit peu quand même sur certaines techniques, sur les émaux, sur la décoration, sur les cuissons. Enfin voilà. Et je me suis quand même pas mal formée là-dessus au fur et à mesure. Et quand je me suis installée à la Réunion, j'avais vraiment eu l'envie d'arrêter d'être infirmière pour petit à petit en fait bosser de plus en plus dans le métier de céramiste. Et en fait, je savais pas tellement quel était le réseau de céramistes qu'il y avait ici à La Réunion. Je pensais clairement qu'il y en avait beaucoup plus et que ça allait être assez simple de pouvoir me caler sur un atelier déjà préexistant. Et là, je me suis rendu compte en fait qu'en arrivant sur l'île, en fait, il y avait très très peu de céramistes qui étaient sur l'île, très peu d'ateliers et donc encore moins d'accessibilité. Et en plus, dans ma ville, il y avait vraiment rien du tout. Donc, je me suis j'ai vite réalisé que j'allais devoir tout monter par moi-même. Mais je bossais à temps plein en tant qu'infirmière. Et en fait, les mois passaient et je me rendais compte que j'arrivais pas du tout à me mettre dans ce projet. Et donc, j'ai vraiment dû à un moment arrêter d'être infirmière pour pouvoir me lancer complètement. Et donc, j'ai lancé le côté administratif, ça a été vraiment d'ouvrir un compte en banque, de monter mon entreprise ici à La Réunion. Et donc, depuis le mois de mars, c'est vraiment ouvert. Mais après, il y avait plein de choses à réfléchir. Sur l'accessibilité au matériel, il y en a très peu ici. Donc, pour l'instant, il faut importer quand même pas mal de matériel. Il fallait penser à un local, il fallait penser à du matériel. Donc, il y avait beaucoup de choses à penser.
et aussi beaucoup de dépenses à faire, alors que j'avais pas tellement de gros matelas, j'avais pas accès, par exemple, à du chômage ou quoi, enfin, à ce moment-là. Donc j'ai dû mettre beaucoup de ma poche pour lancer ce projet. J'ai postulé pour des bourses, pour obtenir des financements. C'est encore en cours, mais pour l'instant, j'ai pas encore obtenu quoi que ce soit pour l'instant, mais je me débrouille plutôt bien parce que, en fait, ça sort un peu du commun. Il y avait vraiment une grande demande qui était déjà présente et peu d'offres. Et donc, je viens vraiment avec. Enfin, je peux prendre une place qui était prise par personne et qui était vraiment à prendre, en fait. Donc, pour ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je suis confrontée à beaucoup de personnes qui sont très réceptives, personnes, oui, Mhm. très réceptives du coup à mon projet et à ce que je propose. Et donc pour l'instant, comme j'ai pas encore beaucoup de stock, parce que ça demande du temps, ça demande plusieurs mois pour faire du stock de produits, et moi je donne surtout des cours et j'adore transmettre ces passions et j'adore avoir la réceptivité des gens. Je trouve ça vraiment c'est chouette d'avoir quelque chose auquel je me sens ajustée à mon rythme et, et les gens sont hyper contents de pouvoir faire une activité qui change ici à La Réunion et qui est dans l'artisanat et donc voilà. Et tout ce qui est niveau matériel, tu dois importer tes émaux, tes tours, tout ça, tu dois importer. C'est le problème, c'est qu'il y a de la matière qui est utilisable sur l'île, mais toute seule, je peux pas, moi, m'en occuper. Enfin, je peux pas aller chercher de la terre chez mon voisin et venir la broyer. En fait, il faut des grosses machines et en fait, il faut vraiment. C'est tout un autre métier, en fait. Et moi, j'aimerais vraiment développer J'aimerais vraiment développer la céramique ici à La Réunion. Il y a un centre, par exemple, de céramique qui existe. Il y a plein de petites choses qui sont mises en place et moi, j'aimerais vraiment essayer de faire un réseau pour essayer de créer en fait une sorte de communauté de céramistes qui serait à La Réunion. Dans le but, justement, en fait, je pense que plus il y a de concurrence positive, plus il y aurait potentiellement une réflexion autour de matériel qui pourrait être exploitable ici à La Réunion, par exemple. Comme pour décorer les pièces, on appelle donc l'émaillage. Donc c'est ce qui vient protéger la terre cuite. L'émaillage, eh ben, ça peut se faire à base de cendres végétaux. Et ici, en fait, chaque semaine, les gens liquident leurs déchets verts dans les rues. Et donc, il y a une collecte de déchets verts, mais qui n'est pas spécialement exploité pour pouvoir être en ressources réutilisables. Donc, il y aurait moyen de réfléchir en tout cas à ça. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes journées type quand tu proposes des ateliers, par exemple, tu peux un peu nous raconter ou comment est-ce que tu fais ta communication pour avoir des clients, tout ça? Bah, avant de vraiment raconter ma journée type, parce que ça, c'est très très variable là depuis 3 mois, je vais peut-être plutôt développer sur comment je travaille. Ma journée, elle est peut-être séquencée. Il y a une partie qui va être utilisée pour la communication et pour mes démarches administratives qui sont pas du tout finies, hein, en fait, hein. J'ai encore plein de démarches à faire justement pour obtenir du financement, pour remettre mon CV à jour, pour mettre mon dossier à jour chez Pôle emploi aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire qui me demandent du temps quand même globalement. Donc ça, j'aime bien avoir au moins 2-3 heures par jour pour pouvoir m'accorder à ça. Surtout que même ma page Instagram, ça me demande quand même pas mal de temps aussi de faire de la communication là-dessus, de répondre à mes mails, de gérer mon agenda en ligne. Donc voilà, il y a toujours au moins une partie de la journée qui est occupée par ça. Et après, ça dépend de quel jour de la semaine on est. Moi, du lundi au vendredi, pour l'instant, je propose des ateliers plutôt à mon domicile. Donc, j'ai aménagé un espace d'atelier dans le garage, globalement. Et donc, il y a des gens qui viennent. Moi, j'ai la place pour l'instant pour une ou deux personnes pour faire des ateliers. J'aimerais bien plus tard pouvoir un peu agrandir mon espace et avoir plus de matériel pour pouvoir accueillir plus de monde à la fois.
Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal du tout. Et donc, je peux avoir mes ateliers durent à peu près 2 h 30. Et donc, vendredi dernier, par exemple, ça a été ma plus grosse journée. J'ai eu 4 ateliers de 2 h 30. Donc, c'était une journée très chargée. Et donc, ça, c'est très chouette parce que j'ai eu quand même un petit mois où, avant que les gens apprennent vraiment ce que j'étais en train de faire et viennent, il y a des moments où il y avait un peu un engouement et puis un gros blanc. Et donc, j'étais parfois stressée par l'irrégularité de mon agenda, mais qui est en train de se stabiliser plutôt vers la hausse là maintenant. Donc ça, c'est chouette. Et sinon, les week-ends, je les réserve plutôt pour faire des événements un peu particuliers, pour aller, par exemple, faire des ateliers collectifs, mais du coup à l'extérieur de chez moi. C'est le cas d'un bar culturel qui m'a contacté et j'ai déjà fait 2 ateliers chez eux, j'en fais un dans 2 semaines. Là, ce week-end, je vais donner un atelier collectif pour la fête des mères, parce que la fête des mères, elle est décalée en France, donc c'est le 4 juin. Et je vais aller dans une brasserie de bière. Ils font des événements, ils font un marché de créateurs. Et donc, dans ce contexte-là, je vais pouvoir donner un cours d'initiation à la poterie. J'ai fait aussi à des festivals. Enfin, voilà, c'est assez particulier parce que du coup, je peux quand même avoir, je sais pas, accès en fait à des lieux auxquels j'aurais même pas spécialement pensé associer musique et poterie. Et pourtant, c'est ce qui se passe pour l'instant. Ou bière et poterie, ou culture et poterie. Enfin voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir pas être que chez moi, parce que sinon, du coup, moi, j'aime bien le fait de quand même avoir des collègues, d'avoir un entourage. Et donc, je trouve ça chouette d'être dans un contexte où je rencontre et je brasse du monde. Voilà. Ouais, j'imagine, donc tu peux aller dans des festivals et des foires ou des trucs comme ça, ou aller à la Des rencontre des gens, métiers, ouais. dans des bars et tout ça, et événements. Et quelles sont tes pistes pour la suite? Donc, j'ai l'impression que tu nous as déjà un peu tout dit, mais est-ce que tu as encore des perspectives Non, pour la oui, suite? quand même, parce que bon, il y a un centre de céramique, donc de formation de céramique qui est à une demi-heure de chez moi en voiture. Et j'avais déjà pris contact un petit peu au début quand je m'étais installée sur l'île. Et là, ils m'ont relancée. Et donc, moi, j'aimerais bien faire un partenariat avec eux et donc être formatrice pour leur centre, peut-être 1 ou 2 jours par semaine. Et donc, d'avoir quand même ce repère fixe dans la semaine, ça peut être pas mal. Et j'aimerais bien aussi avoir un contact avec une population qui est un peu plus sensible au niveau social. J'ai travaillé quand même pendant longtemps avec des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Et c'est une population qui me touche beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir associer justement un peu les bienfaits de la poterie, les bienfaits de la thérapie, du côté art-thérapie. Et ça, il y a quand même pas mal de demandes. Et donc, j'aimerais bien travailler avec voilà, ou même des centres de personnes victimes de violences conjugales. Enfin, il y a énormément, pour avoir travaillé en psychiatrie, malheureusement, à La Réunion, il y a énormément de violences intrafamiliales et intraconjugales. Et je pense que ma touche de céramiste pourrait vraiment apporter vraiment ce côté-là détente et ça redonne confiance en soi et ça a plein de vertus en fait. Et donc, je pense que vraiment, ça pourrait être utilisé en fait dans des milieux qui en auraient vraiment besoin. Mhm. Et ça me plaît beaucoup. C'est Voilà. un outil qui peut créer des liens, c'est ça, entre les gens, entre toi et eux. Oui, des liens entre les gens, mais aussi même en atelier individuel, je pense que c'est vraiment, il y a un moment magique qui se passe vraiment entre la terre et la personne. Il y a une sorte de compromis qu'il faut faire avec la terre. Et ça donne vraiment un moment de méditation et de centrage sur soi. Et ça fait vraiment du bien d'avoir ces moments-là.
bah, je pense que toutes les personnes qui sont venues jusqu'à mon atelier, ils ont vraiment apprécié aussi ce côté-là de pas être accroché au temps, à l'heure et d'avoir vraiment de se laisser un peu aller avec ce qui se passe dans l'atelier. Donc, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir proposer ça aussi, potentiellement dans des hôpitaux ou dans des centres. Ok, très bien. Il y a Clotilde qui te demande ta page Instagram, si tu en as une, pour que Tout je à puisse fait. voir un petit peu. Alors, ma page Instagram, c'est assez facile à trouver, c'est julie.poterie. Ah, voilà. Elle nous dit merci. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté. Je pense que on a plus ou moins tout dit, à moins que Clotilde a encore une question à nous poser avant la fin. Euh, Moi, j'aurais peut-être encore une question à te poser. Oui. Tu parlais d'escalade ou de randonnée, donc c'est des lieux qui sont assez accessibles. Enfin, c'est une île. En fait, on la surnomme l'île intense parce qu'il y a vraiment de quoi ravir plein de gens. Mais c'est plutôt le côté sportif. Donc, il y a plein de randonnées. Il y a plein de bassins qui sont accessibles, des grottes, il y a des cascades, euh, il y a moyen de faire du canyoning, il y a moyen de faire de l'escalade en extérieur. Enfin, tout est hyper accessible. Il y a moyen de faire de la plongée, il y a moyen euh, de voir des baleines, il y a moyen. Enfin, il y a tellement de choses à faire en fait sur l'île. C'est voilà, le bivouac est possible. Donc bivouac, c'est vraiment planter sa tente et vraiment même quand on veut randonner pour pas cher, et ben c'est possible de prendre une tente avec soi et de dormir à la belle étoile. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles. Il y a un volcan aussi. Il y a deux volcans. Il y a un volcan qui est éteint, mais un volcan qui est encore actif, le Piton de la Fournaise, qui est en éruption en moyenne 2 fois par an. Et donc, on peut voir des coulées de lave de relativement près quand même. C'est assez impressionnant. Et donc voilà, et, bah, chaque année, il y a aussi moyen du coup, d'aller visiter les tunnels de lave. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude d'activités à faire qui sont ultra passionnantes. Il y a aussi des cirques. Donc les cirques, c'est des chaînes de montagne globalement qui font des sortes de vallées. Et dans les cirques, il y a 3 cirques à La Réunion. Le cirque de Mafat, eh ben, il n'est pas du tout accessible en voiture, donc c'est uniquement accessible à pied. Il y a des gens qui vivent dans ces villages et qui, tous les jours, bah, ils sont à pied. Ils ont même potentiellement pas vu l'océan parce qu'ils sont restés dans leur village depuis toujours et ils ont peut-être jamais eu besoin de conduire parce qu'ils ont pas tellement, enfin, il n'y a pas de voiture, quoi. Donc c'est voilà, il y a le postier, enfin celui qui distribue les lettres, et ben, il fait des kilomètres et des kilomètres tous les jours pour aller distribuer les lettres dans chaque boîte aux lettres. Enfin, voilà. Ok, C'est assez décalé, quoi. ok. Ça va, bah, ça a l'air vraiment chouette, hein. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as donné. Bah, Euh, merci à vous pour votre intérêt et les questions et d'avoir écouté, c'est chouette. Ouais, je rappelle pour ceux qui n'ont pas noté, donc Julie a une page Instagram, donc c'est Julie Poterie. Euh, donc du coup, bah, je pense que on peut clôturer ce webinaire et je remercie Clotilde d'avoir participé avec nous et encore merci à toi, Julie. Bah, merci à tous. À très bientôt. Salut. À très